Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce match absolument phénoménal, ce match 1 à Paris entre le PSG et le FC Bayern München. Peut-être l'un des tout meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. Je tourne actuellement au lendemain de ce match entre le PSG et le FC Bayern, le premier match donc entre ces deux équipes qui s'est terminé 5-4 pour le Paris Saint-Germain, malheureusement pour le FC Bayern. Mais sincèrement, je ne suis pas triste, je ne suis pas énervé en tant que fan du Bayern. On a juste vu quelque chose d'absolument historique. Et à ce moment-là, tu ne peux pas te sentir mal. On s'attendait tous à voir la finale avant l'heure, les deux meilleures équipes du monde actuellement, sans trop de débat possible. Mais on ne s'attendait pas à voir, on va dire, l'histoire du football presque qui s'écrit lors de ce match. Parce que oui, je commence par la fin. Mais lorsqu'on voit ce match entre le PSG et le Bayern, sincèrement, j'ai l'impression d'en faire trop parce que c'est le lendemain, donc peut-être qu'on est encore un peu à chaud. Mais j'avais déjà envie de tourner directement après. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte de la dinguerie qu'on vient de vivre entre ces deux équipes. J'ai pas l'impression d'en faire trop en disant que c'est l'un des tout meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. En tout cas, je pense que sans trop de débat possible, c'est le meilleur match footballistiquement parlant, on va dire des années 2020. Voilà, on va pas trop se mouiller, mais c'était absolument phénoménal. Et je pense qu'on est beaucoup à s'être dit que cette équipe du Bayern ou cette équipe du PSG allait marquer beaucoup de buts lors de ce premier match, parce qu'on le voit bien, la différence entre cette demi-finale et l'autre, entre l'Atlético et Arsenal. Les grandes forces de ces deux équipes que sont Paris et Bayern, c'est l'attaque, même si on a eu, entre guillemets, un petit score lorsque les deux équipes se sont rencontrées en phase de poule. Là, ce ne sont pas les mêmes dynamiques qu'en début de saison et ce ne sont presque pas les mêmes équipes. Je pense notamment à Davis et Musiala du côté du Bayern qui n'étaient pas dispo. En plus, le FCB avait été privé d'un joueur pendant presque une mi-temps entière à cause d'un carton rouge. Même le PSG, en début de saison, n'était pas aussi fort et surtout était extrêmement fatigué de la campagne de Ligue des Champions de l'année dernière, plus la Coupe du Monde des clubs. Ils n'avaient pas eu de vraie préparation physique lors de cet été. Et donc on voit bien qu'avec la préparation qu'ils ont eue cet hiver, ils sont beaucoup plus dynamiques et font vraiment plus peur qu'en début de saison. Pour clôturer juste cette parenthèse de meilleur match, en tout cas l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Champions, je tiens à préciser que là on est quand même sur une rencontre où on se dit qu'on va peut-être la re-regarder. Je veux dire, ce PSG Bayern, je suis quasiment sûr que dans quelques semaines / années, je vais revoir ce match entre ces deux équipes. La plupart des matchs de foot, tu te dis pas, tiens, je vais me le remettre pour la nostalgie. Celui-là, au vu du score, au vu de la physionomie, au vu de ce qui s'est passé lors de la rencontre, évidemment que beaucoup de gens le re-regarderont. Et ça montre l'importance et surtout le football, parce qu'on parle que, entre guillemets, d'une demi-finale aller. Il y a encore tout un match retour à faire et rien n'est décidé, même si Paris se met dans une bonne situation. Mais on a envie de revoir ce match. Et j'ai vu déjà beaucoup de commentaires de gens qui disaient, en fait, je vais re-regarder ce match et pas regarder Arsenal-Atlético. Ça, c'est un peu abusé, mais je vois exactement ce qu'ils veulent dire. On va quand même analyser cette rencontre tactiquement et techniquement parlant, mais on va commencer déjà par remercier ces deux équipes, que ce soit le Paris Saint-Germain et le FC Bayern, de nous avoir permis de vivre ça. C'était une folie. Et quand on voit quand même à la fin du match les conférences de presse, que ce soit les entraîneurs de Paris, du Bayern, les joueurs également, Kimmich qui va clairement dire à la télé qu'il ne sent pas de frustration, qu'il n'est pas énervé et que même lui, ça l'énerve de pas sentir ce « Ah mince, on a perdu, il faut qu'on se donne à fond » parce que tout s'est déroulé de manière tellement incroyable et je pense que même les joueurs sur le terrain, on rappelle, c'est des footballeurs pros, ils gagnent leur vie grâce au football, mais c'est surtout des grands fans de foot à la base. Et je pense qu'en tant que fan de foot, vivre ça, être acteur majeur d'un des plus beaux matchs techniquement et tactiquement qu'on ait vu de cette dernière décennie, c'est une dinguerie absolue. Pour ce qui est de la composition, j'allais dire de Vincent Kompany, mais plus du Bayern, vu qu'on rappelle que Kompany était dans les tribunes, absent à cause de trop de cartons jaunes, il s'était fait suspendre. Le Bayern était assez classique avec Neuer dans les buts, Upamecano et Ta en défense centre. Sur les côtés, on avait Davis et Stanisic, Pavlovic et Kimmich en 6. Et en attaque, on retrouve évidemment Kane, Diaz, Olise et Musiala, vu que Gnabry est out jusqu'à la fin de la saison et plus encore vu qu'il va rater le mondial. Karl n'était pas en forme. Enfin bref, le Bayern, c'est quand même une petite hécatombe actuellement. Donc Musiala était titulaire. On y reviendra après, mais la seule vraie surprise dans ce match, c'est le fait que Konrad Laimer n'ait pas été titularisé dès le début. Et je ne capte pas pourquoi.
Pour moi, Konrad Laimer, actuellement, c'est un des meilleurs arrière droits au monde. Pourquoi tu mets Stanisic devant? Personne n'a compris. Surtout que, sincèrement, Stanisic, c'était le gros point faible du Bayern lors de ce match. Parce que clairement, Stanisic, on va dire que sa qualité principale, c'est pas la vitesse. Il était face à Kvaratskhelia qui, lors de cette campagne de Ligue des Champions, est l'un des tout meilleurs joueurs de cette saison. Il est absolument phénoménal, ce joueur, et il a bouffé Stanisic sur toute la rencontre, il faut le dire. Et que Stanisic, qui était quand même très mid, je veux dire aussi le nombre de contre-attaques en première mi-temps que Stanisic pouvait amener, on va dire, à terme pour le Bayern avec éventuellement un but ou quoi, et qu'il rate complètement, que ce soit au niveau de la passe, au niveau de la course, au niveau de tout ce que vous voulez techniquement parlant. Et à la mi-temps, Laimer rentre pour Davis. Alors Davis, je ne l'ai pas trouvé flamboyant non plus, mais au moins sa vitesse compense énormément de lacunes, là où Stanisic s'est fait vraiment balader lors de la rencontre, et c'était vraiment le gros point noir du Bayern lors de ce match. D'ailleurs, on l'a quand même vu en deuxième mi-temps, Konrad Laimer, qui était pourtant du côté gauche, c'est pas son côté préférentiel, c'était l'un des meilleurs défenseurs du Bayern lors de cette rencontre, le meilleur ayant été Upamecano, et c'est absolument fou de se dire ça, parce que le Bayern encaisse 5 buts, mais Upamecano, je l'ai trouvé exceptionnel. Le nombre de duels gagnés, il va sur tous les ballons, il arrive à orienter les joueurs là où il le souhaite. Upamecano, actuellement, c'est top 3 sûrement des défenseurs centraux au monde. L'équipe de France, franchement, ils ont un choix de dingue en défense centre, mais Upamecano, il est incroyable. On se rappelle quand même des grosses bourdes qu'il avait fait il y a quelques années contre City et qu'il était un peu stressé contre le Real Madrid, mais contre le Real, Vinicius, c'était dans la poche. Et j'ai pas envie de dire que Dembélé était dans sa poche, loin de là. Par contre, dans les duels en 1 contre 1, Upamecano était flamboyant lors de cette rencontre, malgré les 5 buts encaissés. Et là, je fais exprès de rester, on va dire, sur le côté défensif du FC Bayern. On parlera de l'attaque après. Je vois énormément de gens insulter ou en tout cas être vénères contre Manuel Neuer qui était dans les buts. Sincèrement, je sais pas si on a vu le même match, mais les gardiens, bon, c'était pas leur jour, mais les frappes qui ont été cadrées lors de cette rencontre des deux équipes, c'est phénoménal. Qu'est-ce que vous voulez que Manuel Neuer fasse sur les buts que le PSG marque? Alors techniquement, moi j'ai presque envie de dire que le but le plus arrêtable, c'était le tout premier, parce que Neuer ne s'étend pas complètement sur le tir de Kvaratskhelia. Peut-être qu'il pense qu'il va passer à côté, ou alors qu'il sait qu'il n'y a aucun monde où il le touche parce que Kvara était beaucoup trop proche, c'est possible. Mais le reste, il ne peut rien faire. Le penalty, il était presque dessus. Je veux dire, à un moment donné, contre-pied lors d'un des derniers buts du PSG, mais parce que logiquement, il pensait que Stanisic couvrait le premier poteau, donc lui partait au deuxième parce que c'était logiquement là où Kvara devait tirer. Franchement, je ne lui en veux pas du tout. Et les gens vont commencer à dire oui, mais il n'était pas rassurant au niveau des relances. Alors déjà, le nombre de mauvais ballons qu'il a reçus, il faudrait le dire ça aussi. Et pour le coup, il n'y a pas eu de relances tellement dangereuses qui ont amené à un but du Paris Saint-Germain. Donc là, sur ce match, j'ai pas envie de l'incriminer, même si ça fait tâche d'être le meilleur gardien de l'histoire et d'être le premier à faire 0 arrêt pour 5 tirs cadrés, 5 buts. Mais en même temps, il ne peut littéralement rien faire sur les buts qu'il prend. Et de l'autre côté, je pense que Safonov, c'est presque la même chose. Alors, on pourrait presque se dire, ouais, sur le but d'Olysée, techniquement, il la touche, il sait pas trop quoi faire. Pour moi, les fautifs, c'est la défense du PSG qui laisse Olysée mettre une énorme caisse au niveau du point de pénalty. Oui, tu prends un but, c'est des choses qui arrivent. Et allez, à la limite, il y en a qui me parlent aussi d'Upamecano sur le coup franc. Il anticipe. Je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher non plus. Maintenant, on va parler un peu plus du fond de jeu de ces deux équipes, que ce soit le milieu de terrain ou l'attaque. Déjà, Kimmich et Vitinha, qui sont pour moi actuellement les deux meilleurs milieux au monde, n'ont pas fait leur meilleur match. Alors, je dis pas qu'ils étaient mauvais, je dis pas qu'ils étaient mid, je dis juste que on s'attendait peut-être à un peu mieux de leur part. Et d'autre part, il y avait tellement d'intensité de tous les côtés lors de ce match qu'on peut pas trop leur en vouloir non plus. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le travail des ailiers. Kvaratskhelia, Diaz et Olysée, pour moi les trois meilleurs hommes sur le terrain, on va dire. On parlera de Harry Kane juste après. Dembélé n'a pas été mauvais du tout, d'ailleurs il a été élu homme du match. Même si je trouve ça un peu tiré par les cheveux, Kvara méritait plus. Alors oui, je sais que Dembélé est impliqué sur la plupart des buts du PSG, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que Kvara m'a vraiment choqué, son niveau était incroyable. Là où Dembélé était un peu plus dans la retenue,
mais faisait exactement ce qu'il fallait pour embellir le jeu et le collectif du PSG, et c'est exactement ça qu'on attend. J'ai entendu la phrase, avec Mbappé, on n'imagine même pas la force de contre-attaque de cette équipe. Je pense qu'avec Mbappé, cette équipe du PSG est moins forte pour une raison simple. Quand tu as un joueur, on va dire, aussi clivant que Mbappé, tu as envie que tous les ballons passent par lui. Là où le PSG, c'est vraiment un collectif hyper bien huilé, tu ne sais jamais vraiment d'où va venir le danger, alors qu'avec Mbappé, tu vas beaucoup plus te focaliser sur lui en tant que défenseur, mais aussi dans ta propre équipe, tu vas vouloir jouer avec lui. Notamment, moi je pense en 2016, Cristiano Ronaldo qui se blesse, je crois, en finale contre la France, qui ne joue pas tout le match. Ça a été bénéfique pour le Portugal, qui a pu être un peu libéré et jouer sur les autres joueurs et pas se focaliser que sur Cristiano Ronaldo. Et je suis pas en train de dire que Cristiano Ronaldo ou Mbappé c'est des mauvais joueurs. Je dis juste que ne pas les avoir dans ton effectif, ça permet de faire briller les autres et de ne pas savoir d'où vient le danger. Et preuve étant, on a quand même 3 buteurs différents sur les 5 buts du PSG. Je vais aussi devoir m'excuser maintenant de mes propos de début de saison envers Luis Diaz, c'est une dinguerie. Je me rappelle avoir dit que Luis Diaz, pour moi, c'était un Leroy Sané 2.0, c'est-à-dire meilleur que Leroy Sané, mais qui va pas t'emmener plus loin en Ligue des Champions. On peut tous se tromper, mais alors se tromper à ce point-là, je me dis, Liverpool n'aurait pas lâché un mec aussi talentueux que ça quand même. À quel moment Liverpool s'est dit que lâcher Luis Diaz, c'était une bonne idée? Il est juste trop fort, que ce soit au niveau de la vision de jeu, les prises de balles, les contrôles de balles. Techniquement parlant, il est incroyable, Luis Diaz. Début de saison, on le critiquait un peu parce qu'on se disait, ah là là, les 100%, il les met à côté, mais il marque des golassos de fou. Mais maintenant, en plus, il est létal devant les buts. Je veux dire, le but qu'il marque avec la passe de Harry Kane, on y revient tout de suite. Comment tu contrôles ce ballon-là et tu arrives à te mettre dans une situation aussi forte pour tirer deuxième poteau? Le gardien du PSG ne peut rien faire sur ce tir. Le contrôle presque en aile de pigeon. Waouh, j'étais tout simplement choqué par ce but. C'est de classe mondiale. Et au-delà de ce but, le nombre de fois où il prend le ballon sont vraiment difficiles à prendre, mais qu'il a en une touche de balle et qu'il se la met entre guillemets dans le cours du jeu pour être dans la meilleure situation possible. C'est un des tout meilleurs au monde actuellement à faire ce qu'il fait tout simplement. Les gens sont déçus globalement du match de Michael Olise. Je sais pas quel match on a vu, il a été très très bon. Alors oui, forcément, il n'a pas été aussi flamboyant parce qu'il a marqué qu'un seul but. Oh là là, c'est terrible. Mais sur son côté, il n'y avait pas vraiment de débat. C'est-à-dire que Olise, à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était dangereux et le PSG faisait caca culotte. Comme le FC Bayern qui faisait caca culotte lorsqu'il y avait des contre-attaques de Paris, qui est sans aucun doute la meilleure équipe de contre-attaque dans le monde actuellement. Et évidemment, Harry Kane qui a été fabuleux. Alors oui, il a marqué qu'un seul but. Alors on n'arrête pas de me dire Kane il marque pas pendant les grandes rencontres. À ce que sache, pour l'instant, il marque tout le temps. Là, c'était sur penalty, mais pareil, les pénaux, faut les marquer. Mais c'est pas vraiment là où ça m'a choqué le plus, la force de Kane. On a bien vu Musiala, il fait presque de la peine, j'ai envie de dire. Alors oui, il revient petit à petit, mais pour ce genre de rencontre, il n'a pas encore le niveau qu'il avait à l'époque, j'ai envie de dire. Forcément, les blessures, etc., c'est compliqué de s'en remettre. Et du coup, Kane, il a vu que Musiala était en difficulté et donc il a joué 10 et 9 en même temps. Il allait récupérer les ballons au milieu de terrain. Il fait la fameuse passe flamboyante à Luis Diaz. Kane, c'est vraiment le 9 qu'on ne retrouvera pas dans le futur. Quelqu'un d'aussi altruiste qui va vraiment se donner à fond pour son équipe, pour ses coéquipiers, qui est capable d'être aussi polyvalent alors que c'est vraiment un 9 de formation. Franchement, chapeau bas. On pourrait aussi féliciter le FC Bayern pour la niaque, la hargne, tout ce qu'il y a derrière. Être mené 5-2 au Parc des Princes face aux champions d'Europe en titre et revenir à 5-4 pour se donner une occasion de survivre et d'aller en finale de la Ligue des Champions. Ça montre le caractère de cette équipe, ça montre l'intensité. Alors oui, le PSG a un peu moins joué à ce moment-là, c'est clair et net, ça s'est vu. Mais je pense aussi que le Bayern les ont fatigués et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Munich soit aussi intense jusqu'à la fin du match. Mais waouh, le fait que Luis Enrique lui-même dise qu'on aurait pu gagner, faire match nul ou perdre ce match, ça serait la même. Ça montre un peu la mentalité, ce qui s'est passé sur le terrain. Kompany et Luis Enrique d'ailleurs qui se parlent à la fin en conférence de presse. On voit que les deux se respectent énormément. C'est exactement ça que ça doit être le football. Il n'y a pas d'histoire d'arbitrage. Alors oui, on peut parler vite fait des pénaltys. Pour moi, il y a pénalty pour le Bayern, il y a pénalty pour le PSG. Oui, la balle rebondit d'abord sur la cuisse de Davis. Mais pourquoi il enlève son bras alors qu'il était derrière son dos à la base? C'est débile, pénalty, point. Et franchement, je trouve que l'arbitrage a été d'ailleurs très bon, il faut le souligner. Et la question, c'est qu'est-ce que le FCB doit faire pour aller en finale?
Eh ben c'est peut-être bête ce que je vais répondre, mais essayer d'être un peu plus fort défensivement. Tu sais que le PSG va jouer sur ses forces et donc les grosses contre-attaques, avoir tout simplement les meilleurs joueurs de contre-attaque dans le monde. Et toi, tu sais que ta défense, elle est vraiment avancée. Peut-être jouer un peu plus en arrière, laisser le PSG peut-être un peu plus faire le jeu pour toi tenter des contre-attaques, je ne sais pas. De toute façon, on va laisser Compagnie faire son taf. Moi, je pense que le Bayern est largement capable de le faire. Ils vont être à Munich. S'il y a des prolongations, c'est à la Allianz Arena. Il ne faut pas oublier que Compagnie n'était pas sur le banc. Ça rajoute quand même énormément de Selbstvertrauen pour les joueurs du FC Bayern d'avoir leur coach qui les a amenés jusque-là sur le banc. Allianz Arena va être en feu. Oui, le Bayern doit essayer de récupérer un but, mais c'est entre guillemets plus simple à la Allianz Arena qu'à Paris. Luis Enrique pense qu'ils doivent marquer minimum 3 buts pour être tranquille face à Munich. Mais moi, je pense que le Bayern est capable de gagner ce match d'un but et que ça aille en prolongation et ensuite advienne que pourra. Mais j'espère vraiment que Munich, ils vont tout donner et je pense que les deux équipes vont tout donner. Je vois beaucoup d'observateurs dire que c'est bien que Paris, entre guillemets, ne soit que à un but derrière et pas à 3. Sinon, ils se seraient relâchés et il y aurait une remontada. Je suis pas d'accord avec ça. Cette équipe du PSG là ne va pas s'encaisser une remontada. S'il y avait eu 5-2, c'était terminé pour Munich. Là, clairement, il va y avoir match. Et je pense qu'on est tous comme des dingues. On a trop hâte de suivre le match de la semaine prochaine. Ça va être une dinguerie. Et j'espère que si le Bayern perd cette rencontre, ou en tout cas se fait disqualifier d'Avec des Champions, qui partiront la tête haute. Mais en tout cas, au vu de ce qu'ils nous ont montré là sur cette rencontre-là, ils peuvent être seulement juste fiers d'eux. Au vu de ce que Munich vient de nous montrer sur cette rencontre, que ce soit Paris ou le FC Bayern qui se fait éliminer la semaine prochaine, les deux peuvent rentrer la tête haute. C'était phénoménal. Et merci tout simplement parce que en tant qu'observateur de football, c'était une pure régalade. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette rencontre, même si je pense qu'on a plus ou moins tous le même. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, ça bosse.